Tout a commencé par un silence. Ce n'est pas le silence réconfortant de la lumière des étoiles dans le vide, pas le silence respectueux d'un sanctuaire avant la prière. Ce silence était lourd, curieux. Il s'étendait. Les signaux astropathiques, autrefois routiniers et ennuyeux, ont disparu de la frange orientale. Ils n'ont pas été perturbés, pas corrompus, simplement disparus. Les systèmes autrefois occupés à compter les grains et les dîmes disparurent de leurs rapports programmés. Les patrouilles envoyées pour enquêter ne sont pas revenues. Le trafic Vox s'est effiloché sur les bords, fricatif et incomplet. Les scribes de l'administratum parlaient d'erreurs, d'interférences atmosphériques, de retard dans les données. Mais d'autres, ceux qui ont regardé trop longtemps les cartes sectorielles, ont commencé à remarquer une tendance. Des étoiles entières ont disparu de la mémoire. Les vaisseaux éclaireurs envoyés dans le vide revenaient changer. Si tant est qu'ils reviennent. Certains revenaient avec des journaux de bord effacés, des coques éraflées comme par des serres d'une échelle impossible. D'autres arrivaient avec leur équipage catatonique, les yeux écarquillés et les mots inachevés. L'un des vaisseaux transportait un survivant solitaire qui ne pouvait s'exprimer que par syllabes, ni peur, ni crainte, mais quelque chose de plus ancien, quelque chose qui ne correspondait pas à la langue de l'homme. Il est mort avant que la traduction ne soit terminée. Le silence s'installe. Les mondes situés à la périphérie, planètes frontières, agri-holds, postes de surveillance, ont commencé à disparaître des cartes communes. Les étoiles sont restées, oui, mais leur lumière est devenue distante, indifférente. Là où les stations orbitales clignotaient en rythme, il n'y avait plus que de l'électricité statique. De l'électricité statique et des coques qui tournent lentement, abandonnées depuis longtemps. Un cargo connu sous le nom de Pale Promise a diffusé un message en boucle depuis la périphérie de l'amas de Jorgas. Ces derniers mots, ce ne sont pas des vaisseaux, ce sont des bouches. Puis il s'est tu à son tour. Au sein de l'Adeptus Mechanicus, les théories s'enroulent comme de la fumée. Présence de Xéno, la météo de la distorsion, et même des spéculations rapidement expurgées sur le retour de la vieille nuit. Mais personne ne parlait de la vérité à voix haute. Pas encore. Parce que la vérité n'est pas arrivée avec des annonces, elle est arrivée avec la fin. Des planètes qui laissent derrière elles des témoignages étouffés. Des colonies dont la biomasse est réduite à néant. Des sols drainés. Atmosphère partiellement altérée. Pas de survivants. Pas de zone de guerre. Juste des croûtes creuses, encore chaudes. Le premier murmure du nom tyrannide n'avait pas encore été prononcé. C'était encore le prélude, le doux effeuillage de la certitude. Les maîtres de chapitre de plusieurs ordres Astartes reçurent des alertes éparses, sans caractère d'urgence, mais suffisamment étranges pour être notées. Les ultramarines, toujours aux aguets depuis Makraj, furent parmi les premiers à s'intéresser à la situation. Un détachement fut envoyé, non pas pour s'engager, mais pour observer. Ce qu'ils découvrirent ne serait révélé que bien plus tard. Au-dessus d'un monde mort, les augures orbitaux ont enregistré l'approche d'une structure, ni mécanique, ni minérale. Quelque chose de vaste et veiné de signes de vie. Elle a dérivé contre la gravité. Elle pulsait. Elle semblait respirer. Le commandant du navire a choisi de ne pas engager le combat. Il a choisi de se retirer. Et derrière son vaisseau, les étoiles s'éclipsent brièvement. Pas par l'ombre, mais en masse. Dans les profondeurs du Segmentum Ultima,
Les litanies des salles de commandement ont commencé à changer de ton. Disparu est devenu compromis. Silencieux est devenu consumé. Des groupes de combat entiers se repositionnèrent en réponse à des absences et non à des menaces. La peur, celle qui est trop grande pour être exprimée, s'est installée comme du givre sur chaque écran. Tyran, un monde mineur avec des capacités de défense modestes, a été le dernier à être contacté. Son signal s'est interrompu au milieu d'une prière. Ce n'était pas un appel à l'aide, juste un nom, répété encore et encore, comme si le fait de s'y accrocher pouvait ralentir le vide. Tyran, tyran, tyran. Puis c'est le silence. Quelque part dans la frange orientale, un nouveau type de prédateur s'est réveillé. Un prédateur qui ne déclarait pas ses intentions. Un prédateur qui ne haïssait pas, qui ne jubilait pas, qui ne discutait pas. Il s'est seulement approché. L'Imperium, aussi puissant soit-il, ne connaissait pas encore son nom. Mais les étoiles ont commencé à s'éteindre sur son passage. Et ceux qui regardaient encore les anciennes cartes la nuit, notant les systèmes vacillants un par un, ont commencé à parler moins et à dormir plus mal. Car même dans les rêves, la fin avait une forme. Et il arrivait. Le dernier message de Tyran est arrivé fracturé. Il chuchotait dans le vide comme une blessure et non comme une transmission. Des tonalités vox-tones brouillées, des syllabes fantômes étirées entre des interférences crépitantes. Le signal n'était ni un appel ni un ordre. C'était quelque chose d'entièrement différent. Une chose qui s'effiloche. Les premières secondes se déroulèrent selon le protocole standard. Un ping d'alerte, l'origine planétaire confirmée, les coordonnées de la balise vérifiées. Puis vint la distorsion. Les voix se superposaient les unes aux autres, sans qu'aucune ne termine son discours. Les codes d'urgence se sont transformés en hymnes liturgiques. La langue s'est effondrée sous la pression. Et en dessous de tout cela, le même mot, encore et encore, déformé par la statique et le chagrin. Tyran. Lorsque le signal atteignit le commandement du segmentum, il avait traversé trop de nœuds de relais pour être tracé proprement. Pourtant, même dégradé, quelque chose en lui perçait la routine d'une guerre sans fin. Trop chaotique pour être ignoré. Trop incomplet pour être ignoré. À Makraj, la forteresse monastère des Ultramarines s'agite. Marneus Calgar, maître du chapitre, écoutait en silence. Non pas dans un conseil de guerre, mais seul, devant les piliers gravés de la chambre et la lente rotation des étoiles. Il laissa le message jouer 2 fois, 3 fois, comme si ces morceaux brisés pouvaient se réaligner pour donner un sens à la simple volonté. Ce ne fut pas le cas. Une seule certitude grandit. Ce qui s'était passé sur Tyran s'était passé rapidement. Le monde lui-même était banal, des villes agries, des dépôts de carburant, des anneaux de défense mineurs. Pourtant, sa balise avait hurlé avec le poids de quelque chose de bien plus grand. Il n'y avait pas d'appel à l'aide, pas de liste de coordonnées pour l'extraction. Juste l'écho de l'effondrement. Calgar ordonne la mobilisation d'une force d'intervention. Les croiseurs d'assaut quittèrent l'orbite comme des oiseaux de proie silencieux. À l'intérieur, les ultramarines se préparaient, non pas à la bataille, mais à la clarté. Leurs armures étaient polies, les liturgies récitées, les bolteurs huilés et scellés. Personne ne l'a dit à voix haute, mais tous ceux qui se sont rendus sur Tyran l'ont ressenti dans leur moelle. Ils n'allaient pas secourir, ils allaient témoigner. Les jours s'écoulèrent dans une traduction en distorsion. Les rêves sont devenus longs et sans intérêt.
Les astropathes se recroquevillent sur eux-mêmes. Même les moteurs du vaisseau semblaient ralentir, comme s'ils hésitaient à s'approcher de ce qui les attendait. Lorsque la flotte a émergé, le système l'a accueilli dans le calme. Pas de signaux de patrouille, pas de bavardage orbital, pas de scan de défense planétaire. Juste Tyran, suspendu contre les étoiles comme un objet abandonné. Les vaisseaux s'approchèrent prudemment, les senseurs balayant large. Les canaux Vox sont restés ouverts mais silencieux. Le vide lui-même semblait épais, comme si quelque chose d'immense s'y était récemment déplacé et n'en était pas encore complètement sorti. Tyran tournait lentement sous eux, la lumière du soleil éclairant sa surface de teinte douce. Mais plus il se rapprochait, moins il restait de couleur. Ces continents n'étaient pas verts. Les océans ne brillaient pas d'un éclat bleu, pas de lumières éparses dans les villes. Plutôt gris, cendres, des strates cicatrisées là où s'élevaient autrefois des chaînes de montagnes, des plaines dépouillées jusqu'à la roche, des forêts disparues, racines et branches. Les ultramarines n'ont pas trouvé de ruines. Ils ont constaté l'absence. Les équipes d'atterrissage se sont posées sur des plaines sans vent. Pas d'oiseaux, pas d'insectes. Le sol craquait sous leurs bottes blindées comme un vieux parchemin. Par endroits, de vastes marques d'écailles griffaient la croûte, comme si d'immenses doigts avaient nettoyé le monde. Il n'y avait pas de corps, pas d'os, pas même de poussière. La planète n'avait pas été conquise. Elle avait été récoltée. Les bibliothécaires ont analysé les énergies résiduelles. Quelque chose s'est dessiné, de faibles échos psychiques de la peur. Pas concentrés, pas délibérés, juste ambiant. Une résonance, comme un accord qui vibre encore après un cri. Parmi les débris d'une chambre forte, un enregistrement photographique a survécu, en partie. Il montrait une rue éclairée par le soleil, puis des ombres tombant en arc de cercle peu naturel. L'écran se fractura sur des griffes aux reflets verts et sur quelque chose d'humide qui se pressait contre l'objectif. Puis plus rien. Aucune arme n'a été tirée. Aucune tourelle de défense ne s'était activée. C'était fini avant que de telles choses n'aient de l'importance. Au-dessus, les augures orbitaux enregistraient de faibles traînées de radiation, des biosignatures qui ne correspondaient à aucune classification. Des vaisseaux organiques sont passés par ici, immenses et mobiles. Ils n'étaient ni arrivés ni partis de manière reconnaissable. Ils étaient tout simplement, puis n'étaient plus. Les ultramarines ont collecté ce qu'ils pouvaient. Des échantillons de sol, des grattages, des banques de données avec des journaux fragmentés. Ils ont recueilli le silence sous une douzaine de formes, l'ont mis en boîte dans des champs de confinement et l'ont ramené chez eux. Marneus Calgar se tenait sur le flanc de la falaise de l'équateur de Tyran, son armure brillant contre le vide. Il ne dit rien. Mais ceux qui l'ont vu plus tard ont dit qu'il était resté longtemps immobile, comme s'il cherchait à l'horizon quelque chose qui n'existait plus. Tyran a été déclaré perdu. Son nom a été rayé des chartes, non pas en guise de punition, mais par respect pour ce qu'il avait enduré. À sa place, de nouveaux termes ont commencé à circuler, d'abord de manière non officielle. Extinction du modèle Tyran. Anomalie de biopurge. Et quelque part, en silence, quelqu'un a prononcé un nouveau mot. Tyrannide. Pas crié, pas annoncé, juste murmuré, comme si le fait de le nommer trop fort pouvait le faire reculer. Dans les salles de macrage,
Sous les fresques des anciennes gloires, les données recueillies auprès de tyrans ont été exposées, analysées, étudiées. Rien n'a de sens. Et pourtant, quelque chose attendait au-delà de la compréhension. Une forme dans les étoiles, dessinée non pas en ligne, mais en besoin. Quelque chose qui ne conquiert pas, mais qui consomme. Tyran n'est pas mort au combat. Il avait été nourri. Et la galaxie n'oubliera jamais le son de son dernier cri. Depuis le bord d'un système oublié, une borne augurale émettait son dernier avertissement, un écho en forme d'effroi. Son ton n'était ni brusque ni soudain. Pas de sirène, pas de déclaration désespérée. Juste un tremblement lent et croissant dans le vide, de ceux qui font vaciller les vieilles machines et qui font trembler les doigts des astropathes sur leurs tempes. Ce n'était pas un son, pas tout à fait. C'était plutôt le souvenir d'une pression, arrivant avant toute autre chose. Quelque chose était entré dans l'espace réel, quelque chose d'immense. Loin des ruines de Tyran, les éclaireurs impériaux ont enregistré la première véritable silhouette de la chose qui a fait le coup. Et ce n'était pas une flotte, pas de la manière dont l'Imperium concevait les flottes. Il ne brillait pas d'un acier durci par le vide et ne bourdonnait pas de conduits de plasma. Il ne portait ni héraldique ni bannière. Aucune balise Vox ne jaillissait de ses flancs et aucune signature de cogitateur ne pulsait avec la cadence d'une logique connue. Il était vivant. Il ne se déplaçait pas à l'aide de propulseurs, mais avec des tendons ondulants. Des vaisseaux d'os et de tendons, bordés d'excroissances qui s'agitaient en silence, dérivaient en formation parfaite. Des ailes de chitine se déployaient avec une lente certitude, captant la gravité comme des prédateurs captant une odeur. Les veines pulsaient à travers les coques exosquelettiques, se pliant à des rythmes fluides. Ils tournaient non pas en arc de cercle, mais avec un but précis, une sorte d'instinct trop primaire pour que les esprits artificiels puissent le suivre. Un magos qui a jeté un coup d'œil sur les images à longue portée a marmonné. Nager, c'est brûler la gravité. Cette phrase était restée, transmise par des rapports épars. Il ne s'agit pas d'une vérité technique, mais elle est suffisamment proche pour donner un sens à ceux qui ont vu l'impossible. La flotte ruche Behemoth est entrée dans les étoiles, et même si le nom ne serait prononcé que plus tard, gravé dans les archives de guerre avec révérence et crainte, l'Imperium avait désormais une forme à la hauteur du silence. Les navires ont été envoyés, groupements tactiques alignés, mais aucun n'est parvenu à s'entendre sur ce qu'ils combattaient. Le Mechanicus a suggéré une anomalie biomécanique, une ancienne forme d'armement automatisé de l'écosystème. L'Inquisition a murmuré des théories sur une faune contaminée par la distorsion et élevée par des dieux Xénos oubliés. L'Ordo Xénos n'a rien dit, pas ouvertement, mais a réquisitionné des cartes stellaires de plus en plus rapidement. Ce sur quoi tous se sont mis d'accord, à voix basse et avec des sceaux à encre rouge, c'est qu'il ne s'agissait pas d'un nouvel empire. Ce n'était pas une rébellion. C'était tout à fait autre chose. Pas la conquête, pas l'idéologie, mais la consommation. Une vague de biologie tournée vers l'intérieur. L'évolution n'est pas un moyen de survie, mais une forme de fin. Sans fin. Adaptable. Insouciante dans sa cruauté, et pourtant guidée par quelque chose de plus profond que la raison. Le Behemoth n'était pas une flotte, c'était une bouche. Et il avait trouvé une odeur. Les moyens navals envoyés pour s'attaquer à ces fils dissidents n'ont pas eu beaucoup de succès.
Les systèmes d'armes se sont bloqués sans explication. Les canaux Vox se sont effondrés dans le feedback. Les coques se sont fissurées à cause d'explosions de pression qui n'avaient aucun sens. Les autopsies ont révélé des infections par spores fusionnées au câblage des consoles. Les équipages des canons manquaient d'oxygène malgré des compartiments scellés. L'ennemi change de tactique entre deux engagements. Ce qui a fonctionné une fois a échoué la deuxième fois. Ce qui a échoué n'a plus jamais été rencontré. Il a appris, il a étudié, et il ne s'est pas relâché. Le terme « esprit de ruche » a été inventé à cette époque, non pas comme une flatterie, mais comme un avertissement. Ces créatures ne communiquaient pas, elles convergeaient, pas par des ordres, mais par l'intuition, pas par la parole, mais par une résonance qui ne pouvait être bloquée ou coupée. Un vaisseau peut détruire un vaisseau tyrannide et être envahi quelques secondes plus tard par des millions d'organismes attirés par cet acte de résistance comme le sang par l'eau. Ce n'était pas la guerre, il s'agit de l'alimentation. Les récits nous parviennent par fragments. Un convoi de ravitaillement déchiré par des créatures aussi grandes que des frégates, des avant-postes perdus avant que les alarmes n'aient pu être déclenchées, des gardiens de station retrouvés cocoonés dans leur propre armure, à moitié digérés, mais encore vivants lorsqu'on les a trouvés. Mais rien n'a autant galvanisé l'Imperium que la destruction du sous-secteur Orlante. 6 systèmes habités, disparus en moins d'une semaine solaire, pas d'orbite, pas de colonie, pas de survivants. Lorsque le silence Vox est tombé sur cette région, les centres de commandement n'ont pas attendu. Ils l'ont simplement effacé des cartes actives et ont élargi la grille de recherche. Une forme de reddition que personne n'a admise. Et les saints continuaient à se manifester. Depuis les profondeurs d'Ultramar, Macragge se prépare. Marneus Calgar a lu les rapports actualisés en silence. Les schémas sont désormais indéniables. Il ne s'agissait pas d'une série d'anomalies. Il s'agissait d'une volonté singulière, exprimée à travers d'innombrables formes. Ce n'était pas une bête, mais une idée qui s'était concrétisée. Un dévoreur d'étoiles. Les mouvements de la flotte ont été ajustés. Les planètes civiles ont été fortifiées. Les demandes ont augmenté. Les prières s'intensifient. Et toujours, la connaissance tacite s'est accrue. Cet ennemi n'avait pas de diplomatie, pas de frontières à négocier, pas de rancune, pas de haine, juste de l'appétit. La frange orientale a commencé à murmurer à voix basse. Le dévoreur était arrivé. Et ce qu'il ne consommait pas, il l'effaçait tout simplement. Il revient en silence. Le tonnerre des baies de lancement, le bourdonnement des signaux de commandement. Rien de tout cela n'est parvenu à Marneus Calgar au cours de ces heures. Il quitta le croiseur d'assaut Vigilant Resolve comme un homme déjà plongé dans le poids de ce qui l'attendait. Les grandes plateformes d'atterrissage de Macragge portaient le poids des bottes blindées et des bannières stoïques, mais le seigneur d'Ultramar se déplaçait seul, par la pensée. Au-dessus de lui, le ciel tourbillonnait de bleu marine et de givre. Les étoiles pâles s'estompaient derrière des champs statiques. En bas, la forteresse s'agite. Macragge, joyau de la couronne d'Ultramar, avait connu la guerre. Mais il ne s'agissait pas de la guerre telle que ses pierres s'en souvenaient. Il s'agissait d'autre chose, quelque chose d'ancien et de primitif. Même les bibliothécaires, cloîtrés dans les voûtes sous la surface, le murmuraient entre des lèvres serrées. Le dévoreur arrive. Les mots résonnent même là où personne n'ose les prononcer à voix haute. Calgar se tenait devant le grand sceau de la forteresse monastère. Les portes de céramite étincelantes
gravés des exploits de Guilliman et des anciennes guerres, s'ouvrirent dans un soupir de pression. À l'intérieur, les salles d'honneur attendaient, des plafonds voûtés s'étirant dans l'obscurité, bordés de bannières plus vieilles que certaines étoiles. Chaque fil est un souvenir. Chaque lame accrochée au mur, une histoire qui s'est tue. Ce n'était pas la fierté qui marchait ici maintenant, mais le souvenir. Il convoque ses capitaines. Ils se sont rassemblés sous les bannières polaires. Cassius, Ventris, Agrippin, tous des personnages taillés dans la discipline et forgés par le devoir. Ensemble, ils regardent la glace, les forteresses polaires, les derniers bastions. Sous les glaciers et les montagnes recouvertes de givre se trouvent des silos intacts depuis l'hérésie, des noyaux de fusion enterrés en silence, attendant que la guerre les réveille. Aucune cérémonie ne marquait leur activation. Juste le lent bourdonnement du retour de l'énergie, des lumières vacillantes dans les vieux bunkers. Les liaisons Vox se rétablissent une à travers les tunnels étouffés par le gel et le temps. Les plus anciennes machines de guerre du chapitre s'agitèrent. Des dreadnoughts endormis dans des voûtes tombales se sont déplacés avec des gémissements semblables à des craquements de glaciers. Des serviteurs dont les lentilles étaient couvertes de givre se reconnectèrent à des réseaux abandonnés depuis longtemps. Les forges automatisées s'allumèrent comme des braises prenant le vent. Macragge s'est préparé non pas avec du bruit, mais avec l'inévitabilité. Les stations d'artillerie situées sous la glace réchauffent leurs réacteurs. Les boucliers du vide scintillaient faiblement au-dessus des plaines balayées par la neige. Les montagnes elles-mêmes semblaient se pencher vers l'avant, comme de vieilles sentinelles se souvenant de leur raison d'être. Par-dessus tout, le bastion Inviolate, l'ancien donjon de Macragge, demeurait intact, enveloppé dans des couches d'armure sanctifiées. Ses défenses étant calibrées non pas pour des rebelles ou des flottes de Xénos, mais pour des événements de niveau d'extinction. Peu de gens connaissaient sa véritable portée. Plus rares encore étaient ceux qui avaient l'autorisation d'accéder à son sanctuaire intérieur. Mais Calgar se tenait maintenant en son cœur, parmi les reliques laissées par Guilliman lui-même. Non pas des reliques de culte, mais de contingence. Plan, déclencheur. Guilliman les avait écrites depuis un âge qu'il ne pouvait prédire, des lignes d'encre pressées par la main d'un primarque. Il n'y avait pas de fioritures, pas de bannières sur les pages, juste de la stratégie. Froide, rationnelle, impitoyable. Il savait qu'un jour, quelque chose viendrait. Quelque chose sans peur, sans diplomatie, sans pause. Une chose à laquelle on ne peut répondre que par la détermination. C'est ainsi que la forteresse monastère est devenue non seulement un symbole, mais aussi un verrou. Une ultime défense, au cas où tous les autres tomberaient. Les bastions extérieurs de Macragge prennent forme. Les plaines du sud sont hérissées de macro-batteries automatisées. Les lanceurs orbitaux enfoncés dans les parois des cratères ont commencé à lancer des obus de la taille de blocs Hab. Les patrouilles aériennes se multiplièrent au-dessus de l'équateur. Les capteurs atmosphériques détectèrent des rythmes autrefois ignorés, signatures biologiques, modèles non alignés, changements de pression anormaux. Et dans la grande salle de guerre située sous la forteresse, les hololithes scintillaient de grappes de plus en plus nombreuses, des systèmes déjà perdus, des trajectoires croisant des routes commerciales connues, des projections d'une étendue si vaste qu'elles pouvaient à peine tenir sur les écrans. Mais il n'y a pas eu de panique. Seule la disponibilité. Les ultramarines s'entraînent avec une grâce sinistre. Les bolters étaient huilés en silence.
Les lames étaient vérifiées au toucher plutôt qu'à la vue. Les aumôniers parcouraient les casernes en chuchotant des rites et non des sermons, chaque bénédiction étant un souffle plus régulier que la peur. Calgar les observait tous, le regard lointain. Il avait vu beaucoup d'ennemis, des orques qui hurlaient, le chaos qui grondait. Il avait même été trahi par des noms en qui il avait eu confiance. Mais c'était différent. Les tyrannides n'ont pas crié. Ils n'ont pas plaidé. Ils n'ont pas conquis. Ils sont arrivés. Ils se sont nourris. Et ils n'ont rien laissé. Que faire, se demande-t-il. Pas à voix haute, jamais à voix haute, quand on ne peut pas raisonner son ennemi, quand la mort n'est pas une menace, mais un simple délai. Vous tenez la ligne. Vous tenez jusqu'à ce que vos os se transforment en pierre. La forteresse de Mak'Raj n'a pas été animée par l'espoir ou la haine. Elle s'est animée d'un engagement. Et loin au-dessus, dans le velours noir du vide, des formes silencieuses se rapprochaient de plus en plus. Des titans organiques glissant dans l'espace, attirés par une faim plus ancienne que les soleils. Dans la caserne, un néophyte est agenouillé en prière, inconscient de la proximité de la nuit. Dans les cryptes, un cuirassé fléchit ses doigts rouillés, sentant qu'une guerre vaut la peine d'être menée. Dans les coffres, des serviteurs vérifient des munitions qui n'ont pas été touchées depuis 10 000 ans. Et au centre de tout cela, sous les bannières qui racontaient les plus grands triomphes de l'Imperium, Calgar attendait avec des yeux comme de la glace. Mak'Raj est prêt. Mais l'état de préparation n'est pas rassurant. Je ne suis pas contre. Tout a commencé par une ombre silencieuse, un soleil qui n'aurait pas dû s'assombrir. La lumière de midi sur Mak'Raj se transforma en crépuscule, puis le crépuscule devint une meurtrissure dans le ciel. Ce n'était pas la tombée de la nuit, c'était la descente. Ils arrivèrent de l'orbite haute, non pas en vaisseau, non pas en formation, mais en ruines vivantes. Les spores s'épanouissaient dans la stratosphère comme des tempêtes fleuries, immenses et innombrables. Chacun d'eux était un signe avant-coureur, semé de griffes et de fins. Et sous ce voile sombre, le monde bleu-blanc s'est préparé. De l'autre côté des pôles sud, les boucliers de vide s'allumèrent. Les défenses planétaires tiraient vers le ciel. Impulsion après impulsion de flaques orbitales, lances lasérisées, arcs de tonnerre de tirs anti-aériens, mais elles balayaient la pluie avec des marteaux de guerre. Certaines spores moururent dans le feu. D'autres se brisèrent dans de grandes fleurs d'ichor et d'acide. La plupart ont atteint le sol. Ils ont atterri avec des impacts humides, des fissures et des ruptures, et le sifflement de l'atmosphère expulsée. Certains se sont ouverts comme des fruits mûrs, donnant naissance à des créatures qui hurlaient déjà. D'autres sont restés immobiles, enfouis comme des œufs dans le sol, jusqu'à ce qu'ils éclosent. Et puis les tyrannides sont arrivés. Il n'y avait pas de bannière, pas de trompette de guerre, juste de la chitine et des dents, juste des choses qui bougeaient comme des muscles et de la volonté, comme la mort à laquelle on aurait donné des jambes. Des horreurs ailées emplissaient le ciel, certaines vastes comme des vaisseaux de combat, d'autres volantes comme des oiseaux malades. Elles grouillaient en couches, projetant des silhouettes sur des ruines qui n'avaient pas encore été construites. Sous elles rampaient des vagues de membres, d'yeux et de gueules tranchantes, des choses avec trop d'articulations, trop de dents, trop peu de pause. Le monde a commencé à se noyer. Les bastions du Sud ont été les premiers à les voir pleinement, les premiers à sentir la terre trembler, les premiers à perdre le contact Vox. En l'espace d'une heure, 7 avant-postes ont disparu.
En l'espace de 3 ans, la biologie de l'ennemi s'est modifiée. Il a appris la disposition des fortifications, le rythme des cycles de canon, la portée des couloirs de tir. Et il a changé. Ils ont creusé sous les murs. Ils les ont escaladés. Ils ont traversé les flammes avec des corps qui ne brûlaient plus comme avant. Les ultramarines se battent dans un silence mesuré. Ils tiraient en rafales contrôlées, les lignes de bolteurs résonnant comme un rituel. Ils avançaient et reculaient avec précision, pivotant vers les points d'étranglement, appelant le feu comme des liturgies. Mais ce n'était pas une guerre pour laquelle ils s'étaient entraînés. Il s'agissait de survivre face à une force qui ne reculait pas, qui n'avait pas peur, qui ne faiblissait pas lorsque des membres étaient coupés, lorsque des têtes étaient enlevées, lorsque des essaims s'effondraient en tas sanglants. Il y en avait toujours plus, toujours plus. Dans les airs, des tyrannides ailés traversaient en hurlant les grilles de défense, s'écrasant sur les nids d'Aa, entraînant les artilleurs hurlant dans le vide. Dans les ruines des manufactures, les lictors se glissaient sans être vus, attirant les hommes dans l'ombre avant qu'ils ne puissent crier. La neige est devenue violette. Du sang acide s'est accumulé dans les tranchées. Des tempêtes de feu illuminaient les cieux où le bioplasma s'opposait au prométhéum. Le monde lui-même semblait craquer sous un poids qui ne lui était pas destiné. Et il tombe toujours. Des cieux, les spores continuent de tomber. Toutes les quelques minutes, une autre vague. Toutes les quelques secondes, un nouveau décès. À la tombée de la nuit, si l'on peut dire, l'air lui-même empestait l'ozone et la pourriture. La planète respirait des spores et exhalait de la fumée. Chaque respiration de ses défenseurs était filtrée par du charbon de bois et des prières. Les apothicaires se déplaçaient parmi les morts, non pas pour les pleurer, mais pour préserver le peu de semences génétiques qu'ils pouvaient récupérer. Les morts étaient étiquetés, sanctifiés, brûlés. Il n'y avait pas de temps pour se souvenir, seulement le temps de continuer. Une ligne doit être tenue. Au bord du col nord, une escouade de dévastateurs se tenait adossée à une crête de pierre noircie, les yeux fixés sur un horizon en mouvement. Ils ne parlaient pas. Ils n'ont pas crié. Ils tirèrent jusqu'à ce que le compteur de munitions clignote en rouge, puis ils dégainèrent de leurs lames. Lorsque les Thunderhawks ont trouvé leur reste le lendemain, les corps étaient en cercle, entourés de cadavres qui n'étaient pas les leurs. Dans le bastion central, les relais de commandement sont devenus silencieux. Les hololithes qui scintillaient autrefois avec des plans de bataille clignotaient maintenant avec plus de rouge que de bleu. Et au centre de tout cela, Calgar se tenait immobile. Il a observé le schéma. Il suit le rythme. Et il commença à planifier, non pas la victoire, mais le défi. Ce n'est pas le genre de bataille que l'on gagne. C'est le genre de bataille qui définit. Et bien plus bas, dans les tranchées oubliées, où les unités Vox s'étaient tues depuis longtemps, un seul éclaireur gisait sous une tourelle d'asservissement brisée, la poitrine écrasée, le casque fissuré. Il regardait le ciel, immobile et saignant. Au-dessus de lui, la pluie de mort continue. Les dernières lueurs du premier jour de guerre de Macragge s'estompent derrière la fumée. Il n'y a pas eu de coucher de soleil, seulement l'obscurité. Le vent au pôle n'a pas hurlé. Il ne criait pas, ne fouettait pas, ne rugissait pas. Il a chuchoté, basse et froide, comme le souffle du vide lui-même, se faufilant entre les dents brisées des anciennes fortifications. Sous la glace, le bastion des défenses les plus profondes de Macragge s'agita, vestige d'un âge plus ancien,
enfouis dans le gel et l'ombre, ces salles imprégnées d'une immobilité plus ancienne qu'Ultramar. La neige au-dessus s'est fissurée. Le tonnerre résonne, une percussion sourde de descente. Ils arrivèrent en silence, des formes imposantes et disciplinées, blindés de céramites renforcés par l'histoire. Des escadrons de Terminators, issus de la première compagnie des Ultramarines, se sont jetés sur la forteresse polaire avec précision. Pas de mots, pas de rassemblement. Ils étaient déjà venus ici, lors d'exercices. Ils connaissaient les couloirs. Ils connaissaient le poids de ce qu'on leur demandait. Ils sont entrés, bolters amorcés et poings serrés, dans les eaux froides du monde. Dehors, des spores griffaient le ciel en essaim. Mais en bas, dans les couloirs de l'alliage et du sanctuaire, tout était calme. L'écho des pas des armures était le seul rythme, étouffé par les murs épais et la neige encore plus épaisse. Les lumières clignotaient, les scanners Auspex chuchotaient qu'il y avait du mouvement, les signatures thermiques clignotaient comme des fantômes. Ensuite, le premier contact. À la jonction 9, près du sanctuaire du serment de Guilliman, un tunnel de biomasse s'est frayé un chemin à travers l'acier renforcé. Pas fondu, pas explosé, mâché. L'acier a été dévoré de l'intérieur, laissant derrière lui des murs lisses qui pulsent faiblement. Les flammes l'ont rencontré, puis des tirs de bolters. Ensuite, il y a eu des gloussements, et puis le silence. La première escouade a tenu 20 minutes, assez longtemps pour déclencher les balises d'alerte, assez longtemps pour que la deuxième vague de Terminators fasse une percée par le puits ouest. Ils se déplaçaient selon des schémas, des arcs de feu imbriqués, une précision mécanique née de siècles de doctrine. Les tyrannides jaillissaient des bouches d'aération, des murs, de l'air même. Dans la faible lumière, les ombres se déplacent de façon anormale. Les licteurs se déplaçaient comme des suggestions de mouvement, là, puis plus rien. Les ormagans surgissaient par paquets, lancés comme des lames sur des boucliers de céramite. Les couloirs s'emplissaient de bruit, le bégaiement des Stormbolters, le grésillement de l'acide biologique sur l'armure, le grincement des griffes foudroyantes déchirant une chair qui n'était pas censée exister. Les Terminators ne cèdent pas. Ils se sont battus par centimètres, par couloirs, par respiration. Ils ont reculé pour mieux s'accrocher. Leurs ordres étaient clairs. Sécuriser le noyau du générateur sous la forteresse polaire. Refuser l'accès à l'essaim. Tenir, même seul. Les couloirs se rétrécissent. Les blessures s'accumulent. Les signaux vocaux, autrefois précis, commencèrent à se dégrader. Un brouillard de statique s'insinuait dans les communications, non pas à cause des dommages, mais des interférences, une pression psychique provenant de l'esprit de la ruche lui-même. Les pensées ne se répercutaient pas tant qu'elles ne se dissolvaient. Le temps s'est déroulé sous terre. Une escouade atteignit la chambre d'énergie, mais la trouva déjà infestée. Les murs recouverts de chair de spore, l'air épais de l'humidité extraterrestre. Une seule bioforme attendait, massive et silencieuse, enracinée comme un arbre d'os et de nerfs. Elle se retourna lorsqu'ils entrèrent, non pas avec rage, mais avec inévitabilité. L'équipe n'a pas parlé. Ils ont accusé. Ailleurs, une autre équipe se réduite à 3 personnes. Ils ont scellé une cloison et déclenché une surcharge contrôlée de leurs munitions restantes. L'explosion a été étouffée par la glace et le sol, s'enregistrant à peine à la surface. Aucune confirmation n'a été donnée. Un à un, les noms sont lus sur la liste. L'un après l'autre,
Ils ont été marqués comme étant gris. En orbite, les vaisseaux regardaient le flux tactique se dégrader dans le silence. Dans le bastion de commandement, Calgar lisait chaque perte sans expression, sa main gantée planant sur l'éclat froid de la carte. Il ne dit rien. Il ne demanda pas de mise à jour. Il savait déjà. C'était le sacrifice, c'était le bouclier. La forteresse tiendrait, non pas parce qu'elle pouvait repousser l'essaim, mais parce qu'elle devait le retarder. Chaque seconde achetée dans l'obscurité sous la croûte polaire était une seconde de plus à supporter pour Macragge. Personne ne s'attendait à un sauvetage. Personne ne s'attendait à une victoire. Le temps seulement. Dans un dernier couloir, bordé de sceaux de pureté et de fresques craquelées, un seul Terminator montait la garde. Les autres sont tombés. Son point de puissance était brisé. Son casque avait disparu. Mais il restait. Devant lui, une marée déferlait. Sans formation, sans tactique, juste un volume. Il n'a pas couru. Il n'a pas prié. Il déclenche la dernière de ses charges et fait un pas en avant. Loin au-dessus, la surface tremble. Et puis, sous le givre, le calme revient. La forteresse n'est pas tombée. Ses murs se sont fissurés. Ses portes se sont rompues. Mais pour un temps, elle est restée. Une tombe. Un rempart? Un souvenir gravé dans le silence. Au cœur de Macragge, là où les statues ne s'étaient pas encore écroulées et où les bannières s'accrochaient encore à leurs mâts, Marneus Calgar se tenait au seuil de la ruine. L'air sentait la cendre et l'ammoniaque, la brûlure de l'acide biologique et l'écho d'un millier de membres raclant la pierre. Les défenseurs avaient diminué, leur formation s'était amincie jusqu'à devenir fragile. Mais le maître du chapitre était resté, une sentinelle en armure forgée par la tempête, sculptée en forme de défi. Il n'a pas demandé le silence, mais les salles l'ont accordé librement. Les grandes salles qui accueillaient autrefois les cours de stratégie et les serments de fidélité n'entendaient plus que le souffle et les tirs de bolt-gun. Là où les bibliothécaires enseignaient autrefois aux aspirants à réciter le codex Astartes par cœur, déferlait désormais une marée de mandibules et de gueules, des bouches d'aération, des ruines, des murs mêmes. Ils se déversaient. Les tyrannides arrivaient sans ordre, sans pause, comme si le monde lui-même avait décidé de dévorer ses habitants. Calgar s'est engouffré dans la brèche. À chaque pas, les servomoteurs de son armure vrombissaient en chœur. Les gantelets d'ultramar sifflaient, chargeaient et frappaient comme des comètes jumelles. Il marchait en tête, non pas comme un symbole, mais comme une lame. À ses côtés, sa garde d'honneur, peu nombreuse à présent, mais aussi stable que les racines d'un glacier. Ils avancèrent dans la poussière étouffante, dans des couloirs déjà occupés par les saints. Pas de discours, pas de proclamation, seulement des mouvements et des tirs. Dans l'un des passages, une marée d'ormagans se précipitait, une masse d'affamés cliquetant. Calgar s'avança vers eux comme s'il entrait dans un rêve fluide, lent dans la perception, mais impitoyable dans l'exécution. Ses poings s'écrasaient sur les os et les tendons. La chitine se fendit. Ses serres se brisèrent contre son poldron. Un moine guerrier à ses côtés tomba dans un sifflement de chair dissoute, mais la ligne ne plia pas. La victoire, ici, ne se mesure pas en territoire ou en bannière. Elle a été mesurée en secondes achetées, mètres récupérés, des battements de cœur refusés à l'essaim, mais le temps n'est pas tendre avec ceux qui le détiennent. Un cri, comme une déchirure dans le voile,
signala quelque chose de plus grand. Pas une bête, mais une force d'intention. Un guerrier tyrannide émergea de la fumée, plus grand qu'un homme, drapé d'une carapace et de ruines. Il bondit, les bras armés de lames levées. Calgar l'a rencontré à mi-chemin. L'impact fait craquer la pierre. La chair et l'armure s'entrechoquèrent, un duel entre prédateurs et défenseurs. Il l'abattit avec une grande précision, écrasant un bras armé avant de briser l'autre. Elle siffla une fois de plus, un dernier cri, tandis qu'il enfonçait ses 2 poings en son centre. Mais ce n'est pas sans coup. Une serpe lui a transpercé le flanc. Une blessure superficielle pour un homme inférieur. Une légende profonde pour une légende. Il a titubé. Pas très loin, pas très longtemps. Mais suffisamment pour que les gardes se rapprochent, formant une barrière vivante autour de leur maître. Un cerveau drone médica se mit en place en bourdonnant, lisant les signes vitaux qui tremblaient de façon instable. Calgar le repoussa, le mouvement du gantelet étant dédaigneux mais lent. La blessure pleurait sous son armure. Il ne l'a pas fait. Au lieu de cela, il a pointé du doigt le couloir sud, où la pression montait à nouveau. Là où les bruits arrivaient trop vite, trop fort. Des renforts étaient nécessaires et il n'en enverrait pas d'autres sans les rejoindre. Il a donc marché. Les gantelets brillent à nouveau. Chaque pas semblait plus lourd. Pas à cause de la douleur. La douleur était une compagne. Non, c'était le poids qui s'accumulait derrière ses yeux, la conscience croissante que chaque avancée avait un prix plus élevé que le sang. L'ennemi ne se brisait pas. Il n'avait pas peur. Il ne reculait pas. Il est simplement venu. Encore et encore. Lorsqu'il arriva à l'embouchure du couloir, la cloison d'acier avait déjà été arrachée. Un seul cuirassé gisait en ruine, son sarcophage percé, son pilote réduit au silence. Une bannière était tombée et s'enroulait maintenant doucement dans un vent invisible, trempé et déchiré, son sigle à moitié écorché. Calgar l'a regardé. Il n'a pas parlé. Il a avancé. Derrière lui, ceux qui restaient suivaient. La ligne se déplaçait non plus comme des soldats, mais comme une résolution incarnée, chaque mouvement étant délibéré, précis, onirique. Les murs se refermaient autour d'eux, luisant des vestiges des anciennes victoires et des récents échecs. Au-dessus d'eux, des spores dérivaient comme des feuilles mortes, étouffant chaque pas. Encore quelques foulées. Quelques instants encore. Les bêtes qui les ont rencontrés à cet endroit n'ont pas hurlé ni mugi. Elles ne se moquaient pas et ne jubilaient pas. Elles descendaient simplement, griffes et dents, os et chair, ne demandant qu'à consommer. 100 de formes en rencontrèrent 10. Et les 10 ont tenu, jusqu'à ce qu'ils ne le fassent plus. L'un après l'autre, les gardes tombèrent à nouveau, pas par hésitation, pas par peur, mais par le poids. Et Calgar continuait à se battre, ses gantelets luisants d'Ichor, ses pas lents mais inébranlables. Enfin, la chambre s'éclaircit. Aucun ennemi n'est resté en mouvement. Et c'est là, dans le silence de l'après-guerre, que se tenait le maître du chapitre, le pourpre fleurissant sous le cobalt. Son souffle est court, son silence est absolu. Macragge tenait toujours, mais son lion a saigné. L'histoire parlerait de bravoure, de devoir. Mais sous la pierre, une autre vérité persistait, plus silencieuse. Même les légendes peuvent vaciller, même les titans tombent. La guerre en haut s'est depuis longtemps réduite à des chuchotements, mais sous la surface gelée de Macragge,
Les voûtes se souviennent. La neige dériva sur les lèvres des hangars brisés, et dans le silence qui suivit la retraite de la ruche, la glace sembla écouter. Elle se souvenait du poids des bottes et du tremblement de la bataille, désormais remplacé par des pas lents et délibérés, et le murmure des vox chatter. Les ultramarines avançaient avec précaution et respect dans les ruines de leur forteresse, comme si la montagne elle-même pouvait exhaler le dernier souffle de ceux qui étaient tombés au combat. Des semaines s'étaient écoulées depuis que la dernière griffe avait été repoussée, depuis que le ciel s'était éclairci et que les dernières ombres s'étaient levées des vallées et des océans d'ultramar. Mais ce n'était que maintenant que la forteresse polaire pouvait être reconquise. Ce n'est qu'aujourd'hui que l'on pouvait à nouveau ouvrir les portes, balafrées, brûlées et à moitié enfouies dans la glace fondue. Ils ne se sont pas précipités. Au plus profond des couloirs labyrinthiques où la première compagnie avait tenu bon, le silence s'est installé comme le givre. Les lumières des casques balayaient la pierre et l'acier, s'arrêtant sur les portes anti-explosion brisées et la céramite brûlée. Aucune balise ne répondait. Aucun signal n'était émis. Il ne s'agissait pas d'une mission de sauvetage. Elle était terminée depuis longtemps. Ce qu'ils ont trouvé au cœur de la glace était à la fois solennel et sacré. Des armures éparpillées comme des os de titans, une bannière brisée encore serrée dans un point gelé. Les derniers enregistrements Vox, en boucle et creux, répétant les ordres de voix depuis longtemps disparus. Le temps n'avait pas effacé le courage, mais il en avait estompé les contours. La ruche avait été chassée, mais elle avait laissé derrière elle quelque chose de plus silencieux que la défaite. Il n'y a pas eu de fanfare, aucune cérémonie. Les noms étaient connus et leur mémoire déjà scellée dans le cœur de leurs proches. Pourtant, chaque pas dans ce caveau était un acte de deuil. Chaque tintement d'armure résonnait comme une prière. Ceux qui ont tenu la ligne l'ont fait en sachant qu'aucun renfort ne viendrait. Ils avaient vu les portes se déformer, les murs trembler, la température chutait au-delà des seuils de survie. Pourtant, ils étaient restés. Pas pour gagner, mais pour retarder les choses. La ruche n'avait pas été vaincue à cet endroit. Elle s'était simplement nourrie trop longtemps, avait utilisé trop de puissance de feu et s'était éloignée. Comme une tempête se brisant contre la pierre, non pas parce que la tempête se termine, mais parce qu'elle cherche un sol plus doux. Dans le sanctuaire de commandement partiellement effondré, une plaque de données clignotait faiblement à travers les couches de glace. L'un des sergents l'a dégagée, révélant les derniers journaux de combat. Des bribes de voix, certaines corrompues, d'autres intactes. Des ordres donnés avec une détermination inébranlable. Des positions tactiques consignées et mises à jour, même si chaque ligne s'amincit. Il n'y avait pas de lamentation dans ces enregistrements, seulement de la précision. Le devoir accompli jusqu'au bout. Ils ont rassemblé ce qu'ils pouvaient. Pas des reliques, pas des trophées, juste des fragments, des plaques d'armure, des sceaux de pureté, des bolteurs usés encore serrés dans des mains gelées. Ils n'étaient pas destinés à être exposés. Ils ne seraient pas polis. C'étaient des rappels, des avertissements gravés dans le silence. À l'extérieur des voûtes, la glace commençait à se reformer, une neige douce posant un voile sur la terre brisée. Le ciel était à nouveau pâle, épargné par les spores. Mais les ombres qui avaient traversé cet endroit n'avaient pas disparu. La ruche n'avait pas été détruite, simplement réorientée. Et Macragge, bien que debout, ne retrouverait jamais le calme. La forteresse est à nouveau sécurisée. Ses portes ont été scellées. Ses cicatrices ne sont pas réparées, mais reconnues. De nouvelles défenses furent planifiées,
mais pas construite à la hâte. Khalgar lui-même, bien qu'il se remette en silence, donna les ordres en personne. La force de la pierre ne réside pas dans sa capacité à rester intacte, mais dans la façon dont elle supporte ses fractures. Parmi les membres du chapitre, les récits sur le stand polaire étaient déjà en train de devenir des légendes. Mais pas celles que l'on raconte dans les salles de célébration ou lors des festins. Ces histoires étaient racontées à voix basse, dans les casernes silencieuses ou pendant les longues heures de garde. On se souvenait des noms, non pas pour la victoire glorieuse, mais pour le calme avec lequel ils avaient affronté l'inévitable. La ruche avait appris, elle aussi. Les Xénos n'agissaient pas par orgueil ou par méchanceté, mais par besoin, par modèle. Et cette résistance leur avait coûté du temps, des efforts, de la biomasse. Dans leur calcul aveugle, ils s'ajusteraient, s'adapter, retourner. Mais pour l'instant, les voûtes n'ont pas bougé. Une châsse a été placée sur le seuil. Rien de grandiose. Un seul aquila gravé dans l'acier noirci. Aucune inscription, aucune revendication. Juste une présence. Un point où la mémoire peut s'ancrer et à travers lequel le passé peut chuchoter. La forteresse sera reconstruite, couche par couche, mais jamais telle qu'elle était. En dessous, dans la pierre froide et le silence, la première compagnie demeurerait, immuable dans son héritage, inaltérée par le temps. La neige est tombée à nouveau cette nuit-là, fine comme la poussière, silencieuse comme le souffle. Et quelque part sous la glace, les échos dormaient. La bataille était terminée, le vide était immobile, mais dans le silence laissé derrière lui, quelque chose de plus troublant subsistait. Ni peur, ni soulagement, mais une curiosité prudente et clinique. Là où les tyrannides étaient passés, l'impérium tourna son regard vers l'intérieur, non pas pour pleurer, mais pour étudier. Macragge se dressa, brûlé et à moitié vidé, et dans la foulée, le Mechanicus arriva. Non pas avec des prières ou des hymnes, mais avec des scanners et des cerveaux-armes. Avec des lentilles clignotantes, ils ont tracé les empreintes laissées dans la neige, l'acier et la chair. Ils ne parlaient pas de ceux qui étaient tombés. Leur liturgie était des lectures de données. Leur cathédrale était des bunkers fermés, remplis de bioéchantillons et de chants de stase hurlants. Dans les vestiges des tranchées polaires, des fragments ont été recueillis. Pas des reliques, mais des spécimens. Des serres de Genestealer noircies sur les bords par le gel. Des carapaces de chitine brisées par des Stormbolters, encore agitées d'une impulsion synaptique latente. Des excroissances osseuses fusionnées dans les murs des abris Hab, extrudées dans des formes qu'aucun architecte humain n'aurait pu façonner. Ces objets étaient répertoriés par des numéros, pas par des noms. Chaque tesson, chaque trace de liquide, chaque spore incrusté dans la pierre racontait une histoire. Non pas celle de l'héroïsme, mais celle de l'évolution. Un avertissement fait de muscles et d'instinct. Ce qui a troublé les mages, ce n'est pas seulement l'énormité de ce qui s'est passé, c'était sa nouveauté. Les tyrannides n'étaient pas de simples Xénos. C'était une espèce qui réécrivait les règles de la guerre à chaque souffle. Il n'y avait pas de constante, aucune doctrine fixe. Un lictor ici n'était pas le même que celui rencontré 3 semaines plus tard. Un carnifex portait une armure faite de métaux volés à ses proies. La ruche ne grandissait pas. Elle s'adaptait, immédiatement, intimement, sans fin. Il parlait de structures de ruches. Il parlait de réseaux de synapses invisibles dans l'air, non pas de câbles, mais d'esprit. La flotte ruche n'était pas une flotte,
C'était une pensée, disséminée dans 1 million de corps, chacun adapté à sa fonction, chacun jetable. Une conscience qui ne pleurait pas la perte d'un guerrier, parce qu'elle n'avait jamais fait de distinction entre guerrier et arme. Et pourtant, les inquisiteurs sont venus. Ils sont restés dans les ruines, non pas pour spéculer, mais pour vérifier. Sous le symbole de l'Inquisition, ils examinent les mêmes scènes, mais leurs questions sont plus froides encore. Comment l'infiltration a-t-elle commencé? Jusqu'où les cultes Genestealer s'étaient-ils répandus avant l'arrivée du premier vaisseau? Y avait-il des mondes qui chantaient encore pour la ruche, au-delà de la conscience impériale? Y avait-il des gens qui, aujourd'hui encore, portaient des graines extraterrestres dans leurs veines et souriaient sur les bancs des chapelles? La collecte de données est devenue une veille. Chaque échantillon a suscité un malaise. Chaque cadavre retrouvé est étudié non pas pour être commémoré, mais pour être compris. Quelles blessures n'avaient pas réussi à tuer un Gant? Qu'est-ce qui fait réagir les nerfs d'un Broodlord même lorsqu'il est démembré? Et surtout, comment quelque chose d'aussi vaste pouvait-il être aussi silencieux dans la distorsion? Des théories ont été élaborées. La moitié d'entre elles ont été rejetées. Une autre moitié a été jugée trop dangereuse pour être exprimée à haute voix. Les bibliothécaires ont senti quelque chose de plus ancien dans le vide. Ils ont médité sur la ruche, non pas comme une invasion, mais comme un symptôme. Pas un prédateur de premier ordre, mais un outil. Une marée vivante, peut-être convoquée ou élevée au-delà des limites de la galaxie. D'autres rejetaient ces idées. Mais dans les yeux des bibliothécaires morts, retrouvés parmi les coques brisées, il y avait des questions auxquelles aucune autopsie ne pouvait répondre. Parmi les restes éparpillés, d'étranges symboles ont été découverts, gravés non pas par l'homme, mais par quelque chose qui a appris le langage de l'homme. Des rayures qui suggèrent la pensée, des arrangements qui murmuraient le mimétisme. La ruche, semble-t-il, ne se contentait pas de consommer, elle se souvenait. Et dans sa faim, il y avait une forme d'observation. Elle observait tout en se nourrissant. Et elle se souvenait de ce qui faisait saigner les hommes et de ce qui les rendait lents. Le Mechanicus a tout enregistré. Les cogitateurs gémissaient d'entrée. Des dizaines de milliers de désignations pour les griffes, les vrilles, les toxines, les glandes. Leurs noms se lisent comme des hymnes au désespoir. Variante du système sanguin acide, 17 bêta. Espèce de chambre de digestion métamorphique Rho 21. Résidu d'ovipositeur, dormant mais impossible à tuer. Les données ont continué à s'accumuler jusqu'à ce qu'elles commencent à se replier sur elles-mêmes, à se contredire. Une toxine provenant d'une couvée devenait un médicament dans une autre. Ce qui tuait une forme de guerrier en renforçait une autre. Ce n'était pas la guerre, ce n'était même pas la peste, c'est le changement qui s'est incarné. Et chaque page de chaque dossier contient une cruelle vérité. Les leçons sont arrivées trop tard. Les défenseurs de Macrage avaient tenu bon, oui. La forteresse était toujours debout. Mais ce qui avait été gagné en survie était maintenant hanté par la compréhension. La ruche n'avait pas disparu. Elle n'était pas vaincue. Elle s'était simplement retournée. Et même en se retournant, elle avait enseigné à ceux qui s'étaient attardés derrière elle. En apprenant comment les tyrannides se battaient, l'Imperium a vu comment ils reviendraient, plus forts, plus aiguisés, plus raffinés. Cette victoire n'était pas une fin. C'était un début, discrètement cousu dans chaque dossier, chaque fragment archivé. Les données seraient utiles, peut-être,
Les tactiques seraient affinées. Mais l'ombre avait désormais une forme, et en lui donnant une forme, l'impérium réalisait à quel point elle était vaste. Même le silence maintenant semblait différent, pas reposant, pas sûr. Juste une pause. Et sous cette pause, la ruche rêvait. La fumée s'est dissipée. La cendre s'est refroidie. La forteresse était toujours debout, mais plus comme avant. Sous le ciel meurtri de Makradj, là où la guerre avait hurlé le plus fort, un calme étrange s'était installé, un calme qui n'apportait pas la paix. L'ennemi était parti, oui, mais il n'était pas vaincu, juste retiré. Le Behemoth de la flotte ruche avait disparu dans les étoiles, sa retraite n'étant pas due à la peur, mais à l'accomplissement. Il s'était nourri, il avait testé. Et maintenant, il se tournait vers l'extérieur, non pas pour fuir, mais pour chercher. Dans le silence qui suivit, les astropathes tendirent la main vers l'extérieur, mais les étoiles ne leur apportèrent aucun réconfort. La frange orientale brille par son absence. Les signaux, autrefois routiniers, vacillaient et s'éteignaient. Des systèmes entiers, connus, cartographiés, voire visités, ne répondaient plus. La distorsion était perturbée. Le vide était froid et peu coopératif. Les flottes d'explorateurs envoyées sur les traces de Behemoth revinrent les mains vides ou pas du tout. La galaxie, si souvent accaparée par ses propres guerres, a fait une pause, brièvement, mal à l'aise. Dans les couloirs de l'Inquisition, des mots ont été murmurés derrière les portes blindées. Le Behemoth n'avait pas été un phénomène solitaire. Les schémas de son arrivée, et même de son origine, n'étaient pas si facilement attribuables à des coïncidences. Le vide noir au-delà des limites de la galaxie s'étendait, vaste et inconnu, et quelque part dans cette obscurité sans fin, quelque chose bougeait, lentement, avec détermination. Les tyrannides n'étaient pas arrivés de l'intérieur. Ils étaient venus de l'extérieur, et ce qui est arrivé une fois pourrait arriver à nouveau. La prise de conscience s'est répandue non pas comme une flamme, mais comme du givre. Elle s'est infiltrée dans les conseils, dans les désignations de vaisseaux, dans la restructuration de protocoles de défense de sous-secteurs entiers. Des secteurs entiers furent reclassés en zones de surveillance. Des stations d'écoute furent construites non pas pour émettre, mais pour attendre sans fin le son de la fin qui revenait. Sur Makradj, les morts étaient enterrés avec honneur, mais aussi avec prudence. Les restes des Genestealers étaient scellés dans des voûtes si profondes et si sacrées qu'aucune prière n'était autorisée à l'intérieur. Les prêtres techniciens marquaient les dépouilles non pas avec des noms, mais avec des avertissements. Les journaux de bord des biologies présentaient désormais des catégories entières de la physiologie des xénos, jusqu'alors inimaginables. Les bibliothèques en sont devenues plus froides, et la galaxie attend toujours. La vérité se murmurait dans l'esprit de ceux qui en comprenaient les implications. Le Behemoth de la flotte ruche n'était pas le point culminant, c'était un éclaireur, un premier contact. Les palpeurs d'une créature qui ne négociait pas, ne raisonnait pas, ne se reposait pas. Il n'a fait que manger, et il était affamé d'une manière qu'aucune âme ne pouvait comprendre. Aucun conseil ne pouvait raisonner avec la ruche, aucun envoyé ne pouvait lui parler. Il n'y avait pas de message, pas d'empire, pas d'ego dans sa progression, seulement la digestion, une volonté au-delà des mots. Elle ne haïssait pas, il ne désirait même pas la conquête, il se nourrissait tout simplement.
Galaxies, mondes, étoiles, chacun était une saveur à goûter et à oublier. Et la galaxie l'a compris maintenant, trop tard. Sur la passerelle des navires impériaux, de nouveaux protocoles ont été mis en œuvre. Les dossiers expurgés sont désormais accessibles aux amiraux de confiance. Le mot « tyrannide » ne suscite plus seulement la confusion, mais l'effroi. Dans l'esprit des commandants, il est devenu un poids plus lourd que le chaos, plus implacable que la rébellion. Car le chaos avait une raison, même si elle était tordue. Celui-ci n'en avait aucune. Pas d'offre, pas de tentation, seule approche. Une fin qui ne pouvait pas être arrêtée. Une présence qui ne peut être corrompue. Une bête trop vaste pour être mise en cage et trop vaste pour être tuée. Les étoiles ont donc été observées. Dans des observatoires silencieux sur des lunes mortes, des adeptes solitaires enregistraient la luminosité des systèmes proches de la limite, notant les changements subtils, les disparitions inattendues, les distorsions de l'attraction gravitationnelle. Les données étaient sèches, méticuleuses, et donnaient à réfléchir. La frange ne s'est pas calmée, elle s'est assombrie. Et cette obscurité avait un rythme, faible et pulsant, comme une respiration, comme la pensée. Il n'y a pas de consensus sur l'endroit où Behemoth est parti. Certains ont prétendu que la ruche s'était enfuie pour se regrouper. D'autres murmuraient que sa disparition n'était pas une retraite, mais un signal, une convocation. Que dans l'abîme, au-delà du bord, d'autres vrilles s'agitaient. Des galaxies se superposaient comme une peau. Et par-dessous tout cela, quelque chose d'immense clignota une fois et ouvrit un millier de bouches. Pourtant, certains s'accrochaient à l'espoir. Les tyrannides pouvaient peut-être être repoussés. Peut-être que leur nombre était limité. Mais ceux qui avaient étudié les cicatrices de Macrage savaient mieux que lui. La ruche n'était pas une menace à repousser, c'était une vérité à accepter. Une présence qui reviendrait, encore et encore, jusqu'à ce que toutes les défenses soient érodées, jusqu'à ce que tous les mondes cessent d'avoir de l'importance. Parce que la ruche ne se souciait pas du nom des mondes, elle ne se souvenait pas de Macrage, ni n'honorait le coup de son assaut. Elle n'hésiterait pas la prochaine fois. Elle avait appris le goût des hommes, le goût de l'acier. Ce qu'est la résistance dans les eaux d'un essaim. Il reviendrait, pas par vengeance, pas même par instinct, mais comme certitude. Le vide n'offre aucune pitié, et au bord de tout, la faim veille encore. Dans les années qui suivirent, l'Imperium n'oublia pas l'ombre qui était venue et qui était passée comme un murmure d'extinction. Ils ont construit des murs dans l'espace, oui, mais ils ont aussi construit des sanctuaires, non pas à la victoire, mais à l'inévitabilité du retour. Et lorsque les étoiles se tairont à nouveau, comme elles l'ont fait auparavant, la question ne sera pas de savoir si, seulement combien de temps. Combien de temps avant que le dévoreur ne tende à nouveau la main? Combien de temps avant que ce qui sommeille ne se réveille? Il n'y a pas de réponse. Il n'y a que le froid. Et dans le froid, la faim attend. Dans le vide profond où Iyanden dérivait, silencieux et grandiose, les étoiles chantaient doucement à travers les coques de Rathbone. Le grand monde artisanal ne se reposait pas, mais il rêvait, un vieux vaisseau blessé qui traversait le crépuscule et les prophéties. Ces salles, voûtées et lumineuses, brillaient d'une mélancolie patiente. Ici, la mémoire vivait plus longtemps que le temps, et le temps lui-même se pliait à la pensée.
Dans les couloirs d'os, les farceuses traçaient des motifs à travers les chevaux. Les fils du destin, fins et tremblants, passaient entre leurs mains comme de la fumée froide. Ils se réunissaient, comme ils le faisaient souvent, dans les dômes de cristal qui surplombaient la mer d'étoiles, ces gardiens intemporels vêtus de robes chatoyantes, les yeux fermés mais voyant plus que la vision ne pouvait contenir. Et puis, ils l'ont entendu, pas avec les oreilles, mais avec l'âme. Une rupture, un cri à travers les fils du destin, si aigu qu'il laisse des images rémanentes. L'avenir recula, se détournant de lui-même. Certains farceuils tombèrent à genoux. D'autres titubèrent, s'agrippant à des blessures invisibles. Ce n'était pas une vision, c'était une intrusion. Les os du monde artisanal tremblèrent, subtilement, mais de manière perceptible. Les Bone Singers, depuis longtemps à l'écoute des chuchotements de leurs vaisseaux vivants, s'arrêtèrent au milieu de leurs chansons. Leurs doigts, qui dansaient à moitié sur la matrice du Wraithbone, s'arrêtèrent. Et l'un d'entre eux pleura, sans savoir pourquoi. L'avertissement est arrivé. Quelque chose de vaste. Ce n'était pas un destin. Ils en avaient vu beaucoup. C'était plus ancien que le choix, plus profond que la probabilité. Une tempête différente de la tempête du désespoir, plus féroce que les échos de la chute. Quelque chose qui se déplaçait sans modèle, quelque chose qui se nourrissait non pas de faux pas ou de chaos, mais de la matière elle-même. Les farceurs se réunirent, d'abord sans mot dire, leurs pensées étant brouillées et étirées par la douleur résiduelle du signal. Ils cherchaient le consensus, pas la panique. Ils démêlèrent ce qu'ils pouvaient, mais les fils s'enroulèrent sur eux-mêmes. Ce qu'ils ont vu, c'est une marée à laquelle on ne peut se soustraire, mais qu'on ne peut qu'endurer. Il n'est pas passé par la passerelle. Il n'a pas parlé. Il s'est simplement approché. Le conseil s'est tourné vers Iana Arienal, la grande prêtresse des morts. Pour beaucoup, sa présence représentait le chagrin en mouvement, le rappel d'un sacrifice trop souvent répété. Mais sa perspicacité allait au-delà du chagrin. Elle avait longtemps arpenté les couloirs où les esprits d'Iyanden dormaient dans des tombes en ossature de bois. Et maintenant, elle écoutait, une fois de plus, en silence. Lorsqu'elle parlait, sa voix était douce, comme le vent sur des ruines lointaines. « Il se nourrit, dit-elle, et il arrive. » Même à ce moment-là, certains espéraient que cela leur passerait sous le nez. Les Iyanden avaient survécu à des fléaux, avaient enduré l'effondrement de leur famille, la douleur des enfants perdus, la terrible beauté de la survie. Peut-être que cette nouvelle terreur verrait leur force et s'en irait ailleurs. Mais l'écheveau a montré le contraire. Elle n'a pas choisi de cible. Elle n'a pas évalué les résultats. La tempête n'est pas venue avec un but, mais avec l'instinct. Pourtant, Iyanden débattait. Ses couloirs résonnaient des conseils. Certains appelaient à fuir, à se cacher plus profondément dans la voie ou à accélérer par des routes du vide perdues de vue. Certains parlaient de faire des pactes avec les habitants de Comorag ou de négocier avec des esprits bien plus anciens que n'importe quel monde artisanal. Mais ces paroles ne sont que de la fumée, car au plus profond de l'esprit de chaque voyant brûle une seule vérité. Ce n'était pas un ennemi avec lequel on pouvait marchander. Il n'y aurait pas de conversation, pas de seconde chance. C'est ainsi que le monde de l'artisanat a commencé à changer. Les Bone Singers travaillaient sans relâche,
guidant le vaisseau à travers de subtils changements de cap, alors même que des constructions de wraiths s'éveillaient au plus profond des cryptes endormies. Les Spirit Seers arpentaient d'anciennes salles désormais faiblement éclairées, appelant les noms de ceux qui étaient morts depuis longtemps, des guerriers tombés dans des batailles dont aucun humain ne se souvenait et qui étaient à nouveau convoqués en silence. La garde des Wraiths s'agita. Les seigneurs Wraiths gémissaient tandis que leurs carcasses s'abreuvaient de souvenirs. Et quelque part, Iana s'arrêta sous un dôme voûté de verre Wraith étoilé, écoutant les morts qui murmuraient à leur tour. Car les vivants ne sont pas seuls face à cette situation. Même en se préparant, les Farséiers ne détournèrent pas le regard de l'écheveau. L'avertissement qui les avait traversés ne s'est pas estompé. Il s'intensifia. Le cri n'était plus isolé, il résonnait. Chaque jour, de nouvelles secousses traversaient le réseau du destin. D'autres mondes artisanaux le ressentaient. Certains l'ignoraient, certains disparurent avant d'avoir pu réagir. Mais Iyanden avait entendu le premier cri. Il avait senti le bord de la tempête avant que le ciel ne se déchire. Et même maintenant, à travers le vide, dans les endroits où aucune lumière ne s'attardait, quelque chose bougeait. Une marée sans forme, une volonté sans pensée. La galaxie a connu de nombreux cauchemars, des démons qui murmurent, des machines qui se rebellent, des hommes qui brûlaient des planètes pour éviter la culpabilité. Mais ça, c'était différent. C'était la fin, pure et infinie. Une fin sans visage. Les Eldar avaient déjà connu la fin lorsque leur propre orgueil avait invoqué celle qui a soif. Cette chute les avait marqués, remodelés, brisés et raffinés pour en faire ce qu'ils étaient aujourd'hui. Pourtant, cet avertissement n'avait rien à voir avec la chute. Il était plus vieux, plus froid. Il n'y avait pas de péché à confesser, pas de rédemption à espérer. Seule la survie, et même cela, incertain. Dans le calme final de ce rassemblement, Iyanden n'a pas proclamé la guerre. Il n'a pas fait sonner les tambours. Il n'y avait pas de feu dans ses paroles, pas de gloire dans sa position. Une préparation tranquille. Parce que les eaux avaient chanté, et la chanson se terminait. Les étoiles autour d'Iyanden s'assombrissaient, non pas à cause de la distance ou de la dérive, mais à cause de quelque chose de plus proche, de plus froid, de plus proche que la lumière ne devrait le permettre. Des flottes fragmentées s'étaient détachées des marées monstrueuses au-delà de la frange orientale, petites seulement en comparaison, mais chacune d'entre elles était une force qui défiait l'ordre naturel. Ces fragments, petits membres d'une bête immense et affamée, se pressaient vers l'extérieur, à travers des étendues d'espace oubliées, vers des couloirs qui avaient été autrefois sûrs pour les Eldar. Ils n'arrivaient pas en formation. Il n'y avait pas d'élégance dans leur passage, seulement de l'entropie en mouvement, des vaisseaux vivants de chitine et de tendons, rôdant dans un silence inquiétant. Là où ils passaient, les vents solaires se courbaient et les signaux ambiants se transformaient en bruits illisibles. Les étoiles derrière eux scintillaient étrangement, comme si elles n'étaient pas sûres de leur propre feu. Le premier contact ne s'est pas fait par la bataille, mais par la perception. Les spirales extérieures d'Iyanden s'accordaient non pas à l'espace matériel, mais au murmure de l'écheveau et à l'écho psychique qui persistait là où le vide rencontrait la volonté. Depuis ces tours pâles, les voyants n'atteignaient pas l'extérieur mais l'intérieur, lançant leurs pensées le long des veines de l'épine dorsale du monde artisanal jusqu'à ce qu'ils frôlent le bord de quelque chose d'anormal.
quelque chose qui regarde. Ce qu'ils ont touché n'était pas un esprit, ce n'était même pas de la folie, c'était l'absence, et pourtant une présence absolue, une volonté non pas faite de pensée, mais d'intention. La fin, récursive et parfaite, se superposait à elle-même jusqu'à ce qu'elle transforme la raison en quelque chose d'entièrement étranger. Les voyants ont reculé. L'un d'eux s'effondra. Une autre saigna des yeux devenus soudain creux, le regard fixé sur un horizon qu'elle ne voyait plus. Ceux qui restaient ne parlaient pas, non pas parce qu'ils ne le pouvaient pas, mais parce que la langue n'arrivait pas à transmettre ce qu'ils avaient vu. Ils n'avaient pas de voix, seulement une présence. Sentir l'esprit de la ruche, c'est se sentir reculé. L'illusion de soi, si soigneusement maintenue dans l'esprit de chaque être sensible, commença à s'effilocher comme une vieille soie. La frontière entre l'intérieur et l'extérieur se dissolvait, non pas dans la communion, mais dans l'effacement. Les voyants avaient entrevu une forme d'unité si absolue qu'elle annulait le sens de la pensée individuelle. Et pourtant, il y avait de la ruse derrière tout cela. Un éclat sombre qui transformait l'instinct en stratégie. Ces éclats se déplaçaient dans un but précis, non pas par hasard, mais par une orchestration lointaine. La galaxie n'était pas chassée, elle était mesurée. Elle était échantillonnée, jugée. Iyanden envoya des sondes spirituelles le long des anciens chemins du vide, des vrilles fantomatiques de données qui scintillaient dans l'obscurité comme des poissons sous l'eau calme. Ce qui revenait était partiel, brouillé, mais suffisant. Des formes se déplaçaient parmi les flottes éclatées, certaines petites et rapides, d'autres vastes et voilées. Des bioformes tyrannides différentes de celles cataloguées par les savants impériaux prirent forme dans les enregistrements. Adaptatives, élastiques, nouvelles. Une créature, aperçue à travers l'œil mourant d'un drone, dérivait avec une immobilité trompeuse. Sa silhouette était assez vaste pour éclipser une lune. Sa peau était tapissée d'orifices qui s'ouvraient et se fermaient non pas par le souffle, mais par la pensée. D'autres grouillaient autour de lui dans des spirales de révérence aveugle. Ce n'est pas un vaisseau, pas une créature, quelque chose entre les deux. Les Bonesingers se sont tus une fois de plus. Aucune musique n'accompagnait leur lecture. Ils se tenaient simplement debout parmi les fils de l'épine dorsale, le bout de leurs doigts planant, sans se toucher. Certains marmonnaient des syllabes à moitié formées. Leur voix était lente, traînante comme si elle parlait à travers un liquide épais. L'une d'entre elles commença à graver des lignes sur ses propres paumes, traçant des runes qu'elle ne pouvait nommer. La décision a été prise à ce moment-là. Les avertissements étaient devenus réels. Il ne s'agissait pas d'une menace qui pouvait être déchiffrée par la logique des mortels. Aucune doctrine, aucun code du champ de bataille, aucune tactique mémorisée ne pouvait vraiment les préparer. Les Farseers parlaient de regards ombragés, de visions d'yeux froids qui regardaient à travers le vide, non pas pour être compris, mais pour consommer. Pas pour conquérir, mais pour dissoudre. Ces choses ne portaient pas la colère. Elles ne haïssaient pas. Elles ne cherchaient pas à se venger. Ils se sont nourris, c'est tout. Et en se nourrissant, ils défaisaient tout ce qu'ils touchaient, non seulement physiquement, mais aussi spirituellement. Lors d'un conseil silencieux, une pierre spirituelle ancienne s'est brièvement obscurcie, comme si son écho avait été effleuré par quelque chose d'étranger. Un murmure circula entre les Spirit Seers. Même les morts n'étaient pas à l'abri. Le vide a toujours été dangereux,
La galaxie n'a jamais été tendre, mais ce n'était pas de la cruauté, c'était de la pureté, une fonction sans pitié. Pourtant, Iyanden ne recule pas. Leur réponse n'a pas été la panique, mais la sérénité. Des rituels de renforcement ont été gravés sur les murs. Les gardes Wraiths poursuivaient leur lente marche dans les catacombes qui se réveillaient. Les matrices spirituelles bourdonnaient doucement, un cœur de souvenirs et de détermination. Un voyant, ne s'adressant à personne, murmura une dernière pensée, alors que le dôme s'assombrissait pour le repos cyclique. « Ils ne nous considèrent pas comme des ennemis, » dit-elle, le ton égal, les yeux non fixés. « Ils nous voient comme du bruit. Aucune alarme n'a retenti. Aucune flotte n'a été lancée. Pas encore. L'orage n'est pas arrivé, mais le ciel était devenu silencieux. Et quelque part, bien au-delà de l'endroit qu'aucun vaisseau ne peut encore atteindre, l'esprit de la ruche s'est retourné. Et j'ai continué à regarder. Dans les profondeurs tranquilles d'Iyanden, sous les tours sculptées à partir des fils les plus légers de la mémoire et de la chanson, un autre type d'immobilité s'est installé. Non pas le silence de la paix ou du repos, mais la tension qui précède l'éveil. De longs couloirs d'ossature, autrefois parcourus dans un silence respectueux, se mirent à vibrer, comme le souffle de choses anciennes qui se retournent dans un sommeil inquiet. L'appel a été lancé. Il n'a pas été crié ou hurlé, il n'a pas été lancé par une alarme ou un ordre. L'appel dérivait comme un brouillard, porté par la pensée, par l'esprit, par l'âme. Les vivants ne pouvaient l'ignorer, et les morts, bien qu'endormis, ne l'avaient jamais vraiment oublié. Au plus profond des chambres mausolées du monde de l'artisanat, la garde des Wraiths commença à s'élever. Ils n'ont pas tremblé, ni frémi. Il n'y a pas eu de moment de violence dramatique. Au contraire, chaque construction se déplaçait avec une grâce fantomatique, comme si elle reprenait un chemin abandonné depuis longtemps, mais dont elle se souvenait toujours. Leurs membres, massifs et artificiels, bourdonnaient d'énergie, et leurs yeux, des lentilles de cristal enchâssées dans des armures lisses, brillaient d'une lumière lente et réfléchie. En eux s'agitaient des fragments de ceux qui étaient autrefois des êtres de chair, des guerriers perdus dans des batailles très éloignées du ciel actuel, aujourd'hui rappelés à leur devoir. Les seigneurs Wraiths ont suivi. Des êtres de guerre imposants, façonnés non pas par les muscles ou l'instinct, mais par la fusion délicate de la technologie et de l'écho ancestral. Ils se déplaçaient avec un certain poids, certes, mais c'était le poids d'un héritage, pas d'un fardeau. Leur présence n'inspirait pas la peur aux Eldar. Elle inspirait le chagrin. Les Spirit Seers se tenaient à proximité, la tête baissée, leurs robes traînant sur des circuits lumineux. Leur rôle n'était pas de commander. Ils ne donnaient pas d'ordres aux morts. Ils écoutaient. Ils donnent des conseils. Et ce faisant, ils pleuraient. Aucune larme n'a coulé de leurs yeux en rafale. Il n'y a pas eu d'effusion de chagrin, seulement la trace tranquille de la tristesse qui accompagne un devoir trop longtemps assumé. Car chaque esprit appelé à une forme enveloppante était un esprit qui aurait dû rester en paix. Chaque âme, une fois libérée dans le circuit de l'infini, avait été bercée dans le calme de la réflexion. Aujourd'hui, elles étaient ramenées à la forme et au mouvement, à la guerre. Ni pour la gloire, ni pour la vengeance. Simplement parce que les vivants ne pouvaient rester seuls. Les salles qui résonnaient autrefois de l'art et de la contemplation tranquille résonnent maintenant de pas lents, le pas profond et résonnant des défunts qui reviennent.
Iyanden avait toujours marché près du bord. Contrairement à d'autres mondes artisanaux, ses effectifs étaient faibles. Trop de ses habitants étaient morts dans des guerres passées. Trop d'entre eux avaient déjà été relégués dans les salles des fantômes. C'est ainsi qu'en temps de péril, la frontière entre les vivants et les morts se réduisait presque à néant. Le monde de l'artisanat avait appris à vivre avec ses ancêtres, non pas comme des ombres ou des légendes, mais comme des compagnons. Et maintenant, à l'approche de la ruche, l'équilibre se modifiait une fois de plus. Les morts ne se contenteraient pas de conseiller. Ils allaient se battre. Les rebouteux travaillaient en silence. Leurs mains traçaient de nouveaux motifs sur les murs de Wraithbone, tissant soutien et force dans le squelette psychique du monde artisanal. Ils chantaient doucement, pas assez fort pour les oreilles, mais assez fort pour que le circuit de l'infini le ressente. Leurs voix tressaient dans les couloirs comme des fils de lumière, liant le passé et le présent dans une harmonie haletante. Même lors de cette préparation, il n'y a pas eu de célébration. Aucun hymne de bataille n'a résonné dans les dômes. Aucune bannière n'a été déployée. Iyanden ne marchait pas vers la guerre avec fierté. Il est en deuil. Les Farfadais se sont réunis sous un dôme qui s'élevait et où l'on pouvait encore voir les étoiles au-dessus du chemin d'Iyanden. Leur conversation ne se faisait pas en paroles, mais en gestes, en regards et en visions partagées. L'un d'eux aperçut des coqs en flammes dans le vide. Une autre voyait une bête à 1000 pattes se frayer un chemin dans des couloirs tapissés de cristal. Une troisième montrait une seule pierre spirituelle, fissurée en son milieu, qui scintillait en silence. Le conseil s'est conclu sans déclaration. Il n'est pas nécessaire de faire du théâtre. Les Wraiths se sont rassemblés en formation près des portes extérieures. Des rangées et des rangées d'âmes anciennes sous une forme moderne, éclairées par la faible lueur du cœur d'Iyanden. Ils ne parlaient pas. Elles ne pensaient pas comme les mortels. Mais elles écoutaient, les unes les autres, les voyants, le monde artisanal lui-même. Iyanden leur répondit par la mémoire. Des images dérivent dans l'air psychique, des gloires gagnées dans les temps passés, des familles disparues depuis longtemps, des villes enfouies dans le temps. Chaque image était douce, brouillée par la bonté de l'oubli, mais suffisamment claire pour susciter un intérêt. Pas la rage, pas la colère. Seule la résolution est possible. Parmi les vivants, certains murmurent encore des doutes. Est-il juste de les rappeler? Était-ce de la pitié ou de la cruauté que d'entraîner ceux qui étaient tombés au combat dans une nouvelle guerre? Mais ces questions se dissipaient sous le faible bourdonnement des armes en préparation et les vibrations lointaines qui faisaient trembler la coque. Les tyrannides arrivaient. C'est désormais une certitude. Et Iyanden ne les rencontrera pas seul. Il serait flanqué de ses ancêtres, défendu par ses souvenirs, et dirigé, en partie, par ceux qui sont déjà morts une fois, mais qui se tiendront une fois de plus, sous des étoiles étrangères. Au loin, un doux carillon retentit. L'un des Wraiths tourna lentement la tête vers lui, comme s'il entendait un nom qu'il avait porté autrefois. La Spirit Seer qui se tenait à ses côtés ne parla pas. Elle posa seulement une main sur son bras, légèrement, brièvement, et hocha la tête. La guerre n'a pas commencé, mais les morts sont ressuscités, et leur silence en dit plus long que n'importe quel cri de guerre.